le sujet particulièrement intéressant des droits de propriété intellectuelle. Un expert de France Télévisions qui sera le modérateur. Je vais lui donner la possibilité de présenter les orateurs et nous allons ensuite démarrer le débat. Monsieur Bruno Patino, le modérateur de cette séance. On attend Antoine. You've got your iPad. I'm just showing that Antoine Gaimard is still not yet. He's not here. Right. Here is he. Oh, we were. Did you see this? The teleprompter. That's the picture. Je passe devant. Well, you know, I find Okay. that C'est bon? it's not helpful for me to do things that. Bonjour à tous. Alors, this will be a French. Il s'agit d'une séance qui sera animée en anglais et en français. Donc, prenez vos casques pour bénéficier de l'interprétation. Je vais faire une introduction rapide en français. Je serai le modérateur. Sur un sujet ô combien central et attendu qui est celui de l'économie de la création et les droits de propriété intellectuelle. Alors le président de la République l'a rappelé ce matin, nous sommes dans la patrie de Beaumarchais, mais en fait c'est un sujet évidemment qui est universel à bien des points et j'aurais pas l'outrecuidance de vous présenter en détail les participants à cette table ronde. Juste un mot pour vous dire qu'autour du ministre de la Culture et de la Communication Frédéric Mitterrand, nous avons ici affaire à des personnes qui ont en commun, avec leur groupe souvent de taille importante, de détenir des droits issus de la création et qui depuis 20 ans ont vécu, et d'autres diraient survécu, à l'arrivée du plus puissant outil jamais inventé pour réaliser la rencontre entre une création artistique et une audience, Internet. Alors avec nous aujourd'hui autour du ministre, Antoine Gaimard, le président des éditions Gaimard, Jim Giannopoulos, qui est chairman de la 20th Century Fox, Pascal Nègre, président d'Universal Music, Hartmut Ostrowski, qui est Vorstandsvorsitzender de Bertelsmann, et ils ont été rejoints par John Perry Barlow, dont je pourrais dire qu'il est un des cofondateurs de l'Electronic Frontier Foundation, un des rédacteurs, pour ceux qui le connaissent, de la Déclaration d'indépendance du cyberespace, et dont je préfère dire aujourd'hui, alors que nous célébrons les 70 ans de Bob Dylan, qu'il a été un des paroliers du Grateful Dead. Voilà. Donc Internet, vous le savez, a déconnecté l'objet du droit artistique qu'il contient ou porte. Qu'est-ce qu'un livre numérique aujourd'hui sinon un droit? Bref, après quelques années de débat autour de la notion de droit d'auteur, aujourd'hui, les choses semblent un peu pacifiées et plus complexes. Nous sommes passés du simplisme à la complexité. Personne, me semble-t-il, encore que, aujourd'hui, ne remet en cause la question de droit d'auteur. Mais ce qui semble se poser, ce sont des questions autour de l'utilisation de ce droit, comment s'en servir pour assurer la création et la circulation de ces nouvelles formes, comment le faire évoluer pour permettre la création la plus riche possible et l'émergence de nouveaux formats, et comment enfin faire respecter le droit de la propriété intellectuelle sans créer des outils qui peuvent avoir l'air de mettre en péril la confidentialité des données personnelles de chaque individu et sa possibilité de libre expression sur le web.
Ce sont ces questions, messieurs, que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Mais pour commencer, Monsieur le Ministre, partagez-vous cette impression d'un débat un peu pacifié? Alors, cher Bruno Patino, d'abord, je voulais vous féliciter pour votre introduction qui, à mon avis, rassemble bien toutes les questions qui nous agitent pour la conversation de cet après-midi d'une manière très juste et très synthétique. Est-ce que le débat s'est pacifié? Le débat s'est pacifié sur un plan, c'est que je crois que maintenant tout le monde reconnaît le principe de la protection du droit d'auteur et l'idée que la protection du droit d'auteur touche à l'essence même de ce qui nous importe, c'est-à-dire la création. À partir du moment où on protège le droit d'auteur, on protège la création et on permet à la création de continuer à s'exprimer et à fleurir sous des formes les plus diverses. Si on ne protège pas le droit d'auteur, eh bien, on assiste à une sorte d'assèchement de la création, à la concentration sur les créations réputées ou espérées les plus populaires, tandis que toutes sortes de formes diverses disparaissent. Et à terme, on assistera véritablement à la mort de la création. À cet égard, l'effondrement du marché des disques est révélateur des dangers qui menacent la création, mais je pense que Pascal Nègre et David Selny, qui est dans la salle, auront l'occasion d'y revenir. Alors, sur le principe, eh bien, il y a apaisement, puisque effectivement tout le monde comprend bien qu'il faut trouver des solutions pour protéger le droit d'auteur et la création. Donc, les tentatives pour dire que ce n'était pas une question, que ce n'était pas it was not an issue, ont, je crois, disparu ou se sont beaucoup affaiblis. Quoique, nous trouverons encore beaucoup de gens qui sont partisans du principe liberté égale gratuité et qui donc ont des propositions à faire qui, à mon sens, ne tiennent pas la route et qui ne permettent pas d'assurer la juste rétribution des auteurs et des artistes. Mais je pense que nous aurons l'occasion, durant notre débat, avec au moins l'un de nos partenaires, de voir que cette position a encore des partisans. Mais en tout cas, apaisement dans l'expression et apaisement dans la prise en compte du problème. Ensuite, l'apaisement n'est pas là quand il s'agit de trouver des solutions, en revanche. Et entre ceux qui sont partisans, comme le gouvernement français l'a fait, et il est d'ailleurs suivi par un nombre grandissant d'États qui consiste à créer une haute autorité pour réguler le système, et ceux qui réfléchissent à d'autres solutions, eh bien, il y a des fossés qui sont importants. Je voulais simplement vous dire que j'ai été très frappé par la différence d'approche qu'il y a en France, dans une partie de l'opinion, et à l'étranger, concernant, par exemple, Hadopi, la haute autorité pour le développement de l'offre et la diffusion sur Internet, ou la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. J'ai été très frappé de voir qu'en France, il reste un certain nombre de gens qui n'ont pas désarmé dans leur critique à l'égard de cette institution, qui la présentent uniquement sous l'angle répressif, alors qu'en vérité, elle a un effet d'entraînement considérable sur le plan pédagogique, tandis que sa fonction répressive ne s'est pas encore vraiment manifestée. Et entre ces contempteurs d'Hadopi, qui sont certainement moins nombreux qu'au moment du vote de la loi, mais qui restent malgré tout assez actifs, et la manière dont Hadopi est perçu, par exemple à Hollywood, à l'American Guild of Directors, où Hadopi est considéré comme une avancée considérable dans la protection des droits,
et comme un élément de régulation qui mérite absolument d'être observé de près, voire d'être adapté, eh bien, il y a un divorce considérable. Et moi, personnellement, j'étais très heureux, lors de mes conversations que j'ai pu avoir à ce sujet aux États-Unis, de constater qu'en vérité, Adopi marche en France, mais on ne le sait pas. Et aux États-Unis, non seulement on le sait, mais on s'y intéresse. Alors, est-ce que ça marche complètement? Est-ce que ça peut être encore amélioré? Est-ce que c'est la seule procédure dont on dispose? Est-ce qu'il faudrait en avoir d'autres? Est-ce qu'il faudrait réfléchir à la protection des droits d'une manière totalement différente et en imaginant d'autres mécanismes? Le débat mérite d'être ouvert, comme vous venez de le faire, Bruno. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le gouvernement français, en réagissant vite et nettement, a contribué d'une manière considérable à installer le principe de la rétribution, du droit d'auteur, de la défense de la création et par là même à pacifier aussi l'environnement général. Donc, juste pour relancer, vous ne faites pas vôtre la phrase d'Eric Schmidt tout à l'heure disant que la technologie évoluant plus vite et plus rapidement que la capacité des gouvernements à légiférer, il vaut mieux ne pas légiférer. Mais Bruno, il y a beaucoup de gens qui sont très habiles dans les gouvernements et qui sont capables aussi d'évoluer. Et dans le traditionnel jeu d'enfants des gendarmes et des voleurs, les gendarmes ont une très grande capacité aussi à rattraper les voleurs dans toutes les circonstances. Merci. Mr. Ostrowski, you're the CEO. Monsieur Ostrowski, vous êtes le PDG de Bertelsmann. C'est un groupe mondial. Comment traitez-vous l'aspect de la propriété intellectuelle pour développer votre activité en ligne? Mettez-vous tout votre contenu en ligne et cette propriété intellectuelle est-elle exploitable? Merci tout d'abord de m'avoir permis de prendre la parole, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs. Je suis très reconnaissant au gouvernement français pour avoir fait d'Internet une des priorités de la présidence du G8 et l'Internet a un impact considérable sur notre vie, la technologie mobile, les nouveaux équipements, les nouvelles façons d'apporter le contenu aux consommateurs créent de nouveaux défis pour notre presse, pour nos éditeurs et bien sûr pour nos experts en matière de services. Et j'en reviens à notre industrie, j'en reviens à votre question, la gestion de cette évolution a toujours fait partie de notre succès, car souvent les sociétés, les médias ont démontré que dans des circonstances changeantes, nous avons su gérer ces changements. Et comment le faire? En tant qu'entreprise, nous devons faire preuve de créativité, d'esprit d'entreprise, et ces deux qualités, de mon point de vue, sont cruciales pour le succès futur. Elles alimentent l'innovation et c'est un processus passionnant. Deuxièmement, nous devons cultiver notre chaîne de création de valeur. Tout démarre avec le contenu, avec la création du contenu, notamment dans l'univers numérisé. Nous estimons qu'il est impossible de retirer du contenu d'Internet, et si vous le faites, qu'est-ce qui reste? Et l'Internet, alors, n'est qu'une série de cases vides. Et dans ces circonstances, dans ces conditions, il est plus qu'important que les droits de propriété intellectuelle soient protégés et qu'ils soient protégés au cœur de notre chaîne de création de valeur artistique. Et dans l'ère numérique, cela ne peut pas exister sans ce respect du droit de propriété intellectuelle. Donc l'Internet a ouvert de nombreuses opportunités commerciales pour notre entreprise et pour d'autres et continue de le faire. Mais malheureusement, il y a également cela a ouvert la porte à toutes sortes d'infractions, à des actes de piraterie, de droit qui ont atteint des niveaux sans précédent. Alors un exemple de l'industrie de l'édition, l'un des premiers livres
publiés cette année, des meilleures ventes étaient déjà disponibles sur 70 sites différents. Donc nous devons lutter contre cela. Je suis tout à fait conscient que tous les livres téléchargés ou tous les spectacles téléchargés se traduisent par des pertes en droit, mais le mal est fait. Et si nous devons sécuriser les acteurs, les journalistes, il faut absolument mener ce combat en faveur des droits de propriété intellectuelle. Donc nous devons tout d'abord capitaliser sur l'importance des droits d'auteur à l'ère du numérique et encourager l'innovation. Nous devons renforcer et mettre en œuvre l'état de droit dans ce domaine et de développer des critères, des normes internationales de coopération pour lutter contre la piraterie. Donc cela constitue la base de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, une question. Vous êtes un groupe mondial, mais vous avez de nombreuses sociétés nationales. Comment envisagez-vous la plateforme mondiale, les ISP, les moteurs de recherche? S'agit-il d'ennemis, de partenaires? Alors, la plupart de ces géants sont des clients, puisque Bertelsmann a de grosses participations dans la télévision, dans la presse. Donc, nous les envisageons comme des partenaires avec lesquels nous travaillons. J'ai vu notamment depuis les 15 derniers mois que la tendance d'avoir des sociétés de médias traditionnelles existe, elle est bien et bien là, et nous cherchons à nous associer, à apporter notre contenu aux différentes chaînes, aux différents équipements. Donc c'est une négociation facile? Non, bien sûr, ce n'est pas une négociation facile, puisque c'est nouveau, donc tout le monde veut prendre sa part de marché et de profit. Mais une fois cette négociation terminée, tout le monde comprend que tout le monde doit continuer à coexister. Merci. Antoine Gallimard. Est à la tête de Bertelsmann, il a souvent des droits mondiaux et il nous dit qu'il discute aisément avec des plateformes de taille mondiale. Vous êtes évidemment un éditeur prestigieux en France, mais on sait dans le domaine de l'écrit, les droits ne sont pas toujours mondiaux et la barrière de la langue fait que la négociation n'est pas forcément facile, non pas la négociation elle-même, mais bon, les bassins linguistiques font qu'on n'est pas forcément un poids suffisant dans la négociation avec les plateformes globales. Comment vous gérez ça, vous, du côté de l'éditeur français que vous êtes? Oui, je crois qu'il y a deux aspects de votre question. D'une part, le groupe Bertelsmann est un groupe plurimédia, et comme il dit, donc, il s'adresse à ces différentes sociétés comme des partenaires, mais je pense qu'effectivement, il ne pourrait pas décider d'une vérité artistique, d'une création qui s'appliquerait à toutes ces filiales de la même manière. C'est vrai qu'il y a la frontière, il y a les bassins, mais il y a aussi les cultures. Et chaque pays a sa culture, et on voit bien, bon, il y a une culture française, il y a une culture anglo-saxonne, et ce n'est pas toujours, ces cultures ne passent pas toujours les frontières. Donc nous, en fait, notre souci, effectivement, comme éditeur français, c'est d'avoir des partenaires et des partenaires ouverts. Effectivement, si on devait s'intéresser qu'à un seul grand opérateur, ça nous poserait des problèmes. Mais aujourd'hui, par rapport tant au numérique, même sur le marché traditionnel, pour nous, ce qui compte, c'est vraiment le droit d'auteur et le respect de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, notre difficulté, par exemple, sur les grands opérateurs numériques, c'est dire que certains ont des formats propriétaires. Si on n'est pas d'accord avec ce format, ou si on n'est pas d'accord avec leur clause commerciale, ou si on n'est pas d'accord avec la façon de procéder, en termes de propositions commerciales particulièrement, voilà, on ne peut plus travailler. Donc en fait, c'est moins un éditeur français par rapport au reste du monde, c'est plus par rapport à un état du monde comme il est avec ses propres règles qui sont en général celles que le commerce dicte. Mais donc notre problème, c'est plus d'avoir un état qui nous permette, un état des lieux qui nous permette de pouvoir travailler normalement. On a besoin de temps. Les éditeurs, voilà, moi ma maison a fêté ses 100 ans. Il a fallu des années pour imposer des Faulkner et d'autres écrivains. Et donc on n'est pas à la même vitesse. Mais justement, c'est important qu'on soit aussi dans cette vitesse-là pour pas être dans le marché.
Donc notre problème, il est plus, je dirais, il est plus sur, disons, un certain nombre de principes qui doivent être protégés. C'est pour ça qu'on s'est félicité que la Chambre des députés, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté une loi sur le prix unique du livre numérique, justement parce pour donner à la main aux éditeurs sur les prix, qu'éviter que le livre, qu'on parle d'un contenu, mais c'est quand même aussi une création, soit simplement un appel pour une marche, pour avoir plus de clients, une influence sur un site, et que cette loi pour nous est essentielle. J'espère que nos amis européens le comprendront, viendront pas nous poursuivre, mais je sais qu'on peut compter sur Frédéric Mitterrand et sur le gouvernement pour être bien présent, parce que c'est un vrai enjeu. On est là, on va vraiment être là à un carrefour extrêmement important pour nous tous. Et ce que nous souhaitons, c'est que nous avons des règles. On a vu que le droit d'auteur n'était pas un frein, bien au contraire. Ça a permis à l'écrivain d'échapper même à la tutelle de l'éditeur en ayant une indépendance financière, et qu'on a vu aussi que le droit d'auteur, c'était vraiment un facteur de croissance. Donc vraiment, là, pour nous, on est vraiment un carrefour économique européen extrêmement important. Vous venez de dire que le droit d'auteur était pour vous tout sauf un frein à la création. Me permet de vous poser une petite question. Plusieurs personnes ici autour de cette table, enfin il n'y a pas de table d'ailleurs, mais ici assis, ont un iPad. Sur l'iPad voisinent à la fois des contenus audiovisuels, de livres numériques, des journaux, de la musique, des films, toutes choses régies par des types de droits. Certes, c'est toujours du droit d'auteur ou du copyright, mais très différents, avec des applications différentes. Et on peut se dire qu'à un moment donné, sur cet outil-là, il va y avoir non seulement un voisinage de ce genre de contenu, mais la création pourrait passer à un moment donné par une sorte de convergence des langages. Est-ce que, non pas la notion de droit d'auteur, mais sa complexité actuelle, la complexité de la façon dont il est appliqué, ne rend pas difficile justement le passage à une création nouvelle et à un mélange à plusieurs langages ? Oui, vous avez raison, ça peut être extrêmement complexe. C'est pour ça que certains ont pensé à la licence globale. Aussi, on a pensé aussi à des fragmentations du droit d'auteur. Mais je pense que là-dessus, c'est important de garder ces principes-là. On a des exceptions qu'on applique. Je veux dire, il y a les exceptions pour les handicapés, les exceptions pour les bibliothèques en fin de conservation. Mais je pense qu'à ce niveau-là, je veux dire, bon, il y a des œuvres collectives déjà qui existent dans le monde physique. On sait les rémunérer. Ce qui est important, c'est tout de même d'avoir cette reconnaissance du droit d'auteur, même si elle est complexe, on doit pouvoir le faire. On a mis en place avec le ministre de la Culture, on est en train de mettre en place une exploitation extrêmement importante d'1 demi-million d'ouvrages dits indisponibles, d'ouvrages français dits indisponibles, en partenariat privé-public, avec le grand emprunt. Je pense que là, on a du mal à gérer, mais on va faire une gestion collective. Je crois qu'il y a à chaque fois des ressources pour justement répondre à des questions spécifiques, mais c'est pas parce que c'est techniquement difficile qu'il faudrait renoncer à quelque chose d'essentiel, la base qui est quand même la propriété intellectuelle. Merci. Jim Giannopoulos, so you hear from the movie industry. Merci, Monsieur Jim Giannopoulos. Vous représentez l'industrie cinématographique. Je lisais récemment un article tout à fait intéressant d'après lequel BitTorrent, le fameux site de films pirates, cédait le pas aujourd'hui à Netflix. Mais que le trafic sur Netflix qui promeut les contenus légitimes, était devenu donc plus important en volume que les contenus illégitimes sur BitTorrent. Alors, la bataille est-elle gagnée et le piratage était-il un phénomène si important ? Eh bien, écoutez, si Hollywood a remporté cette bataille pour défendre la propriété intellectuelle, eh bien, je n'ai pas reçu le mémo. Donc, je n'ai pas été mis au courant et je ne pense pas que je recevrai ce mémo dans un avenir proche. Maintenant, lorsque les contenus illégitimes ou illégaux deviennent équivalents en volume aux contenus légaux, cela en soi est déjà symptomatique. Cela déjà vous dit quelque chose. Donc je crois que nous voyons un phénomène qui est déjà en cours depuis longtemps et je crois que c'est précisément pour cela qu'une conférence comme celle d'aujourd'hui est si importante. Monsieur le Président ce matin, Monsieur le Ministre il y a quelques instants, ainsi que d'autres intervenants ont fait valoir de manière tout à fait éloquente l'importance de la propriété intellectuelle et je crois que cette conférence même doit aborder l'importance et la complexité de cette propriété intellectuelle. Alors, il va sans dire que Netflix
est l'un des moyens par lesquels nous rendons disponibles nos films, l'un des nombreux moyens. Nous avons créé d'autres plateformes telles que Ultraviolette qui permettront de continuer à étendre l'accès à ces œuvres, mais la solution au problème et la complexité de ce problème est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Il y a beaucoup de facettes. Eric Schmidt a abordé des solutions techniques. D'autres ont parlé d'identification de contenu et j'espère certainement que ces solutions techniques continueront à s'améliorer. Elles ne sont pas encore disponibles, elles en sont encore loin. Et j'ai rencontré Eric il y a quelques semaines et je lui ai dit « Eric, tu peux voir ma voiture sur Google Earth, tu peux voir ma voiture devant ma maison. » Alors c'est une innovation considérable, mais est-ce que tu ne crois pas que tu pourrais canaliser un peu de cette innovation et de cette énergie vers la protection de la propriété intellectuelle? Alors, nous avons également évoqué aujourd'hui le rôle du gouvernement et je crois que pour l'ensemble des acteurs, en passant par exemple par des forums comme celui d'aujourd'hui ou d'autres échanges, c'est quelque chose de particulièrement important parce que cela nous permet de trouver des accords communs de façon volontaire lorsque cela est possible. Et lorsqu'un accord volontaire n'est pas possible, alors le marché échoue et le gouvernement doit intervenir. Nous avons engagé des discussions avec les opérateurs de réseau et les fournisseurs d'accès, qui sont également des acteurs majeurs. Lorsque 25% des données qui transitent par un réseau représentent du contenu illégal, eh bien c'est un problème. C'est un problème pour la légitimité de l'offre des fournisseurs d'accès, qui doivent aussi faire face à leurs responsabilités. Donc nous les incitons à venir s'asseoir à la table. Ces discussions se poursuivent, elles sont imparfaites, mais elles sont en cours. Une solution de type ADP, bien sûr, serait idéale. Nous espérons pouvoir parvenir de manière volontaire. Mais si ce n'est pas le cas, le gouvernement interviendra pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Nous savons que d'autres pays adoptent le même type d'approche, tel que le Royaume-Uni. Et nous nous efforçons bien d'encourager chacun à développer de nouvelles solutions de manière, une fois de plus, volontariste et volontaire. Et si ce n'est pas le cas, les gouvernements devront intervenir. Bien sûr, les solutions techniques sont difficiles à développer, à trouver, mais elles sont importantes en tant que fournisseurs de contenu. Je crois que notre rôle consiste précisément à soutenir, non seulement à financer, mais à soutenir le travail des artistes, des créateurs et de l'ensemble des travailleurs du secteur. Lorsque quelqu'un vient vous voir pour vous dire qu'il a besoin de quelques centaines de millions de dollars pour faire un film sur des bonshommes de 4 mètres de haut sur une planète, sur une autre planète, bien cela peut sembler bizarre, mais lorsque il se trouve qu'il s'agit d'Avatar, eh bien, c'est assez gratifiant et vous trouvez votre récompense qui n'est pas que financière. Mais la même chose pourrait s'appliquer à d'autres films qui sont peut-être moins connus. Donc, comme y faisait allusion Monsieur le Ministre, les efforts actuellement en cours pour protéger non seulement le capital, mais la vitalité de la création sont absolument critiques. Donc, je suis ravi que l'on m'ait donné l'occasion d'être ici parmi vous et de participer à un dialogue avec des intervenants aussi bien informés. Bien, je voudrais simplement résumer. Nous sommes ici à le G8 et vous nous dites, si je comprends bien, que vous êtes partisan des accords volontaires et que les gouvernements ne devraient intervenir qu'en dernier recours et ne légiférer que si le processus volontaire échoue. Je crois qu'il serait certainement préférable que ces accords volontaires voient le jour. Mais le cas échéant, enfin, si ce n'est pas le cas, alors les gouvernements doivent agir pour protéger la propriété intellectuelle et le travail des créateurs et de tous les acteurs. Sans parler, bien sûr, du volume de notre industrie et du nombre d'emplois qui sont en jeu. Il y a non seulement les réalisateurs de films, mais c'est toute l'industrie qui crée un nombre considérable d'emplois qu'il faut protéger. Et bon, bien sûr, les accords volontaires sont difficiles à obtenir, mais c'est une voie à explorer. Ce serait donc une de vos recommandations. Merci. John Perry, est-ce que vous seriez d'accord avec cette recommandation? Ah, mon Dieu. Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité à vous rejoindre ici. Je suis un peu surpris, étant donné la composition de cette table ronde.
Je ne crois pas que je viens de la même planète, pour tout vous dire. And I am honored also. Alors c'est un honneur pour moi que d'être ici, étant donné également que je suis peut-être le seul dans cette pièce qui gagne personnellement sa vie en créant ce que ces messieurs ont l'air ravis d'appeler de la propriété intellectuelle. Je ne considère pas ma création comme une propriété. Une propriété, c'est quelque chose que l'on peut me prendre. Si je ne l'ai pas, quelqu'un d'autre l'a, et inversement. Et l'expression, cela ne s'applique pas à l'expression. De plus, l'idée même que cela puisse s'appliquer à une forme d'expression est une conséquence directe d'un système qui prend les formes d'expression et qui les transporte d'une manière, qui les véhicule d'une manière qui n'était nécessaire qu'avant l'arrivée de l'Internet. L'Internet qui peut faire cela, transmettre des informations et des œuvres à un coût pratiquement nul. L'idée même de contenu implique la notion d'un contenant. Or, ce contenant n'existe plus. Et si ce dont nous parlons aujourd'hui est de créer des incitations à la création, pour les gens qui créent des choses, et pas seulement pour des institutions prédatrices qui se nourrissent de ces créateurs depuis des années, alors je crois que notre discussion prendra un angle tout à fait différent. Et je crois également que nous devrions aborder ce qui est considéré comme un comportement éthique ou moral sur l'Internet. De quoi parlons-nous exactement? Jusqu'à maintenant, cette conférence, par bien des aspects, ne parle que d'imposer les normes de certains secteurs d'affaires, de certains milieux d'affaires, de certains centres de pouvoir, hérités d'un autre âge, et d'imposer ces normes sur l'avenir, que ces normes puissent produire de nouvelles idées ou non. Et avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Ministre, je dois marquer mon désaccord quant au besoin de mettre en place un droit de la propriété privée toujours plus restrictif et des mesures toujours plus restrictives pour faire appliquer ce droit. This is a different audience than I thought it was. Ouais, Ah, c'est à cette conférence-ci que je voulais venir, moi, tiens. Bon, je vais aller droit au but. Je ne veux pas abuser de votre temps. Mais en essayant de continuer d'imposer cet ordre ancien et de préserver ces modèles économiques éculés, sans reconnaître la relation qui existe entre la création et son public, et comment monétariser cette relation-là à l'avenir. Eh bien, ce que nous faisons, c'est de continuellement détisser l'Internet. Bien sûr qu'il serait merveilleux d'avoir des boîtes qui scannent l'Internet pour trouver des atteintes à la propriété intellectuelle pour éradiquer cela. Mais cela cassera le net. D'autres mesures ont été proposées et appliquées. Le fait de refuser de reconnaître que l'Internet est un ensemble continu et que si vous pouvez en contrôler quelques domaines que ce soit, vous pouvez contrôler l'ensemble. Cette idée que l'on peut commencer par la propriété, si on commence par la propriété intellectuelle, on finira par contrôler également toutes les formes d'expression qui nous déplaisent. Or, vous ne pouvez pas être propriétaire du droit d'expression. Et tout effort qui va en ce sens ne peut que porter gravement atteinte à une promesse que je vais formuler maintenant. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, il devient possible aujourd'hui d'accorder à chaque être humain le droit de savoir, la possibilité de satisfaire sa curiosité au plus haut degré. Où qu'il ou elle se trouve, nous lui conférons le droit de s'exprimer
C'est l'espèce humaine dans son ensemble qui peut décider de se conférer ce droit. Voilà un héritage d'une importance cruciale que nous pouvons laisser à nos enfants. Et si nous voulons leur dénier cet héritage uniquement pour le bien de certaines institutions qui sont peut-être déjà obsolètes, eh bien, cela ne fera pas de nous de bons ancêtres. Jim, attendez, c'est l'ordre. Monsieur le ministre, je vous en prie. D'abord, je précise à notre honorable correspondant que jusqu'à il y a un an, je vivais moi aussi des droits d'auteur du travail que je faisais. Donc je suis très attaché à la notion de propriété et de droit d'auteur, puisque c'est ce qui m'a permis de vivre dans des périodes où je n'aurais pas pu vivre autrement. Je ne l'ai pas supporté comme une contrainte, mais je l'ai au contraire vécu comme une liberté. Et donc je ne peux pas souscrire à la manière dont les choses sont présentées. Moi, j'avais la liberté de continuer à travailler parce que j'étais rétribué modestement, mais rétribué avec des droits d'auteur. Et ce système fonctionnait. Donc, je ne vois vraiment pas en quoi il était attentatoire à ma liberté. C'était exactement le contraire. Il me permettait de continuer à vivre et à vivre de mon travail artistique, quelle que soit la qualité que l'on porte à ce travail. Premier point. Voilà, premier point. Deuxième point, je ne partage absolument pas cette vision apocalyptique de la dictature que l'on aurait réussi à chasser par la porte et qui reviendrait par la fenêtre d'Internet pour contrôler nos pensées, notre manière de fonctionner. Il s'agit simplement, en l'occurrence, de trouver des réponses économiques à un problème économique. Le problème économique étant d'assurer la liberté de travail et de création des créateurs. Le fait qu'ensuite l'information, l'expression puissent s'échanger librement et gratuitement, c'est un acquis sur lequel il n'est absolument pas question de revenir. Mais on ne parle pas des mêmes choses. On parle du travail créatif qui se fait à la base. Pour ce travail créatif qui se fait à la base, je n'ai pas, à travers ce que vous avez dit, à travers tout ce que j'entends depuis longtemps, à travers ce qui est applaudi par certains, je n'ai pas encore les mesures, les réponses. Vous parlez d'incitation à la création. Sous quelle forme? Comment? Où sont-elles? Comment ça marche? Est-ce que ça existe? Force est de reconnaître que si ça n'existe pas depuis que la révolution Internet est en route, c'est-à-dire depuis au moins déjà 10 ans, si ça n'existe pas, c'est que ça ne peut pas exister. Parce que toutes ces incitations sont infiniment plus faibles que la reconnaissance à la base du droit de création et du droit des auteurs. Et donc Monsieur le ministre, juste pour rebondir, cette idée qu'il ne peut pas y avoir de contrôle mesuré d'Internet, ce qu'a dit John Perry Barlow, c'est-à-dire soit on ne le contrôle pas du tout, soit on le contrôle trop, en étant attentatoire à la liberté, vous ne la partagez pas. Je pense que quand on parle d'accord volontaire, lorsque l'on réfléchit, c'est un problème qui est complexe, c'est un problème où il y a énormément de variantes, c'est un problème où il y a énormément d'évolutions, notamment en fonction des évolutions de la technique. C'est donc tout un ensemble de mesures qui sont différentes, qui doivent être adaptées à un ensemble de questions qui sont différentes, avec un contrôle certainement démocratique qui doit être renforcé. Mais vouloir appliquer à une révolution comme celle-là une solution toute simple qui consiste à dire liberté égale gratuité et puis on incitera à la création ensuite, eh bien la vérité c'est que ça ne tient pas la route et qu'on ne peut pas le faire. Merci. Pascal, Jim, one word and then we'll listen to Pascal. Jim, vous avez un mot avant que nous écoutions Pascal. Je suis toujours
intrigué par cette invocation du déni de liberté d'expression, comme si nous étions dans un monde orwellien ou au bord d'un monde orwellien. Vous savez, l'instinct maternel et la liberté d'expression sont dans la même catégorie. Personne ne va contester la liberté d'expression. Si quelqu'un veut tourner un film avec une caméra amateur et poster cela en ligne, personne ne va l'empêcher. Il va de soi que l'expression est libre. Mais les films coûtent de l'argent. Les gens font ça pour gagner leur vie. Que ce soit un grand réalisateur mondialement connu ou le caméraman ou le type responsable des lumières. Ça aussi, c'est de l'éclairage. Ça, c'est une réalité. Alors, on me parle beaucoup du besoin de développer de nouveaux modèles économiques, mais ce que je ne vois pas, ce sont les modèles économiques qui peuvent générer ou mobiliser le genre de ressources et d'efforts nécessaires pour faire de vraies œuvres. Pas encore entendu, mais ces jours derniers, on vous a lu un peu dans la presse et on vous sent un peu plus optimiste que... il y a quelques années, et pour rebondir à ce que disait Jim Giannopoulos, on a l'impression que désormais vous êtes moins concentré sur le piratage et plus sur le développement de l'offre légale. Vous êtes d'accord avec ce... On est dans un pays où il y a la DOPI. Donc, si vous voulez, le sujet, il est plus au niveau sein des industries culturelles, il est maintenant le travail de l'État. Je voudrais quand même... signaler que la position de John ne reflète absolument pas la réalité des industries créatives. Aujourd'hui, les industries créatives, je peux même le rappeler parce qu'on parle toujours du business Internet, mais les industries créatives, c'est 3 000 milliards, d'accord, de valeur, 3 trillions. Ce sont des industries qui sont une immense source de création, de diversité culturelle, d'emploi, de croissance et de revenus fiscaux. Elles sont aussi un des facteurs principaux de la demande d'Internet à haut débit. La raison d'être des entreprises créatives est de découvrir, de développer et de promouvoir le meilleur des talents qu'elles puissent trouver. Ces activités sont coûteuses. Un chiffre dans l'industrie de la musique, eh bien, c'est plus de 5 milliards de dollars qui sont investis chaque année autour du monde entier sur les nouveaux talents. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 millions de dollars? Eh bien, on découvre les artistes, on finance les enregistrements, on finance les vidéos. Évidemment, on fait des avances aux artistes pour qu'ils puissent se concentrer sur leur travail. C'est évidemment avec cet argent que l'on va faire connaître, promotionner l'artiste avec le public. Et ces activités, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont risquées. Les maisons de disques ne récupèrent leur investissement qu'avec à peu près 7 à 8 artistes. Un artiste, sur 7 à 8. Ce n'est pas parce que les autres artistes sont mauvais, mais c'est simplement parce que il est notoirement difficile de prévoir l'alchimie qui amènera un artiste à trouver la faveur du public. Dans la majorité des cas, les maisons de disques ne récupèrent pas leur investissement, mais ceci est accepté comme faisant partie intégrante de notre business. Bien entendu, les produits de ces investissements stimulent la demande pour Internet à haut débit. Ce que les consommateurs souhaitent, c'est d'écouter de la musique et de regarder des vidéos d'artistes, et ils n'ont pas choisi de passer du bas débit au haut débit pour utiliser leur email ou lire des textes sur le web. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient accéder en ligne au contenu dont ils profitaient traditionnellement hors ligne. Les industries culturelles prennent le risque d'investir dans le talent. Les fournisseurs de services Internet, eux, bénéficient d'une demande accrue pour leurs services. On n'a aucune objection à cette situation. Au contraire, nous sommes engagés pleinement dans cette voie. L'environnement numérique nous permet de diffuser nos productions plus largement que jamais. Un exemple, à l'époque, on vendait des disques dans une 60aine de pays dans le monde. Aujourd'hui, nos contenus sont disponibles dans tous les pays du monde. Nous nous sommes lancés dans l'ère numérique en donnant nos droits sur plus de 13 millions de chansons à plus de 500 services de musique à travers le monde. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans la musique, un tiers de nos revenus sont des revenus digitaux. D'ailleurs, avec des formes diverses. Revenus qui sont du téléchargement à la carte, type iTunes, on télécharge un titre ou un album, de l'abonnement. Spotify, aujourd'hui, 15% des Suédois sont abonnés. Vous pouvez écouter et télécharger toute la musique que vous souhaitez. Ou des systèmes gratuits financés par la pub. Je pense, entre autres, à YouTube. Cependant, la technologie numérique permet également à d'autres de s'emparer de nos créations et de les distribuer sans autorisation ni paiement.
Cette activité illégale a créé un environnement où il nous est beaucoup plus difficile de vivre de nos productions et de récupérer nos investissements. C'est pourquoi nous devons nous assurer que les lois sur la propriété intellectuelle soient respectées dans l'environnement numérique si nous voulons continuer à pouvoir prendre les risques nécessaires pour investir dans de nouveaux contenus. Alors, vous allez me dire, c'est un refrain très familier de l'industrie du disque qui a été le premier, en fait, la première industrie à en souffrir. C'est aujourd'hui le même discours dans le cinéma ou dans le livre. Dans certains pays, et je vais prendre un exemple, l'Espagne, les investissements dans les artistes locaux ont fortement diminué, tandis que la piraterie numérique est galopante. L'Espagne est le premier pays en Europe en termes de piraterie numérique. C'est quoi la conséquence ? Si vous regardez les ventes en Espagne, d'abord, elles ont chuté de quasiment 70%, mais deuxièmement, le climat d'investissement est devenu très difficile. Si vous regardez les 50 meilleures ventes d'albums en 2003 en Espagne, il y avait 10 nouveaux talents dans ces 50 meilleures ventes. L'an dernier, il y en avait 0. Nous avons besoin de mesures pour éviter que d'autres pays ne suivent l'exemple espagnol et ne deviennent des déserts culturels. Pourtant, certains disent que ce n'est pas possible de protéger le droit de propriété intellectuelle sans avoir un impact négatif sur d'autres droits tels que la liberté d'expression ou la vie privée. Ces idées sont fausses. Personne ne peut sérieusement argumenter que le blocage de l'accès aux sites Pirate Bay en Italie, suite à une décision de la Cour suprême, porte atteinte à la liberté d'expression. Le blocage ne fait rien d'autre que réduire considérablement le trafic vers un site qui est un supermarché en ligne non autorisé pour des films, des jeux, de la musique, des logiciels et des programmes de télévision. Ces produits sont disponibles légalement via d'autres services qui respectent, eux, la propriété intellectuelle. Aucun des régimes de riposte gradués introduits en France et dans le reste du monde ne dévoile aux ayants droit les données privées de ceux qui diffusent de la musique illégalement. Les ayants droit ne font qu'envoyer au FAI ou à une autorité indépendante les adresses IP utilisées pour diffuser du contenu sans autorisation dans des réseaux d'échange peer-to-peer. Les FAI ou l'autorité indépendante peuvent ensuite prendre les mesures nécessaires. Donc, en conclusion, que demandons-nous à l'occasion de ce sommet IG8 ? Nous voulons un nouvel âge de partenariat et de coopération entre les gouvernements, l'industrie technologique et les secteurs de la création. En fin de compte, nous serons tous mieux servis par un Internet basé sur le respect des règles. Le secteur créatif sera en mesure de continuer à investir dans de nouvelles créations. L'industrie technologique pourra devenir un véritable partenaire dans la distribution de ses contenus. Et les gouvernements bénéficieront d'une économie numérique durable qui créera des emplois et des recettes fiscales. Les gouvernements doivent placer la protection des droits de propriété intellectuelle au cœur de leur stratégie numérique, tout en élaborant des plans pour des connexions haut débit de plus en plus rapides. Ils doivent garder à l'esprit la nécessité de développer du contenu pour stimuler la demande sur ces réseaux. Il est inutile de créer des canaux plus larges et plus profonds et de ne pas les remplir ensuite. Merci. John, just parce que I would like to leave some place for questions. Just one last question. Je voudrais quand même que nous ayons le temps de poser quelques questions. John Perry, il semblerait que M. Nègre vienne de nous dire que contrôler les distributeurs ne soit pas synonyme de contrôler la population sur Internet. Oh, mon Dieu! Une fois de plus, je suis un peu abasourdi là. Alors, tout d'abord, si vous dépensez 5 milliards de dollars sur des nouveaux talents, alors, comment vous dire, c'est un mauvais investissement. Ensuite, un secteur de 3 000 milliards de dollars. La dernière fois que j'ai regardé les chiffres, l'industrie de la musique, l'industrie du disque aux États-Unis ne pesait que 9 ou 10 milliards. L'ensemble des industries de création, ok, le livre, la musique, la télévision, la radio. Les industries de la création. Écoutez, en tant que créateur, une fois encore, je suis un peu abasourdi. Je ne comprends pas ce que vous entendez par les industries de la création. De quoi s'agit-il? De ces industries qui pèsent 3 000 milliards de dollars. Du cinéma, de la Let's not have télévision, a de la debate radio. on figure. Maybe go on with your point, John Perry. I'm just saying it. Non, là où je veux revenir, c'est que
Non, ces industries ne représentent pas ce genre de somme. En fait, il n'y a pas suffisamment d'argent en jeu pour que nous envisagions même de modifier la manière dont l'Internet sera structuré à l'avenir, simplement pour protéger une industrie qui représente ce volume-là, dont la taille est incomparable avec ce que vous évoquez. Je serais très surpris que ces industries de la création vaillent même 100 milliards de dollars dans le monde. Cela m'étonnerait beaucoup. Et cela ne prend pas en compte la valeur qui est donnée et reçue par des gens qui sont bien payés, comme nous l'étions dans mon groupe, les Grateful Dead, sans passer par la propriété intellectuelle comme médium de la relation entre les artistes et le public. Nous avons renoncé à nos droits d'auteur et nous sommes devenus un des groupes les plus célèbres des États-Unis et nous avons fait beaucoup d'argent en renonçant à ces droits. Nous n'avions pas besoin de nous accrocher fermement à ces droits parce que nous comprenions déjà quelque chose d'important, à savoir que dans une économie de l'information, l'approche normale d'une économie de la rareté est complètement renversée. Et la valeur est subitement fondée sur l'attention. Avec vos méthodes, vous essayez d'optimiser la valeur de la rareté, mais cela ne contribue pas à la valeur de la création, je vous en assure. Et je voulais revenir rapidement sur ce que disait Jim, parce que je crois que l'industrie cinématographique est importante. Je crois effectivement que l'industrie cinématographique mérite et a besoin de beaucoup d'argent pour faire ce qu'elle fait. Je ne crois pas qu'il y ait de signes... Attendez voir. Nous étions d'accord sur certains points, nous en parlions tout à l'heure. Mais je crois que ce n'est pas l'application. Il ne s'agit pas de l'application du droit de propriété intellectuelle. Ce n'est pas ça qui fera que vos produits seront payés à leur juste valeur. Les gens veulent payer vos produits à leur juste valeur. Ils veulent aller au cinéma et payer pour cela. Mais ils ne sont pas très intéressés. Ça ne les intéresse pas beaucoup de s'asseoir à leur bureau pendant 11 heures pendant que BitTorrent télécharge un fichier de mauvaise qualité. Ils préfèrent s'asseoir devant Netflix. Mais il se trouve que, oui, bien sûr, nous avons des clients, mais il reste un grand nombre de personnes qui préfèrent effectivement passer par BitTorrent. Mais écoutez, je ne crois pas que vous contempliez la banqueroute. Non, bien sûr que vous devez être payé pour ce que vous faites. Ce que je dis, c'est que vous vous en sortez bien et vous faites bien votre travail, vous produisez des films extrêmement chers et vous gagnez quand même votre vie. Mais ce n'est pas du fait de la protection ou du droit de propriété intellectuelle. C'est simplement parce que les gens ont envie de payer votre produit. De la même manière qu'ils étaient d'accord pour nous payer le nôtre, pour payer le disque des Grateful Dead. Sans la propriété intellectuelle, ça vous semble jouable? Je voudrais juste dire une chose, c'est que ces batailles de chiffres ont leur justification, leur légitimité. La défense ou la valorisation de la grande industrie, les milliards ici, les milliards là, tout ça, ça peut très bien se comprendre. Et ce n'est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est que lorsque l'on fait quelque chose de créatif dans une société qui est en général assez peu encline à soutenir la création, et notamment la création dans ce qu'elle a d'original, éventuellement de rebelle, incite, oblige à avoir une ressource pour continuer à travailler et à avoir des gens dans le public, quelquefois très peu nombreux, mais qui sont prêts par le droit d'auteur à rétribuer ce que vous faites. Pier Paolo Pasolini n'aurait pas pu faire de film s'il n'avait pas touché une rétribution pour son travail. Si ces films avaient été immédiatement sur Internet free, il n'aurait pas fait de film. Au lieu de parler uniquement des grands chiffres, des grandes bagarres entre les uns et les autres,
Pensons simplement à l'immensité de la diversité des créateurs dont nous avons besoin et pour lesquels il n'y a pas d'autre solution depuis le début de la création humaine que de rétribuer cette création humaine à l'instant même où elle se fait. La révolution d'Internet est une révolution immense, considérable, historique. C'est une révolution dans le domaine de l'échange, de l'expression, non pas dans la valeur de la création. Voilà, c'est tout. Merci. On n'est pas d'accord. Bon. Jim, j'aimerais avoir quelques temps pour des questions. Salle, cher Bruno, Yes. il y a par exemple Patrick Zelnick qui a une maison de Donc, il y a sans doute disques, des questions et dans la d'autres salle. gens qui ont certainement des choses à dire. Juste, bon, je vais... Can I just say one? Est-ce que je pourrais dire une chose, juste un mot? Je ne suis pas contre la rémunération pour ce qu'on fait. Je ne suis pas contre la rémunération. Il y a plus de musiciens aujourd'hui qui ne sont pas obligés de travailler ailleurs qu'auparavant. Pourquoi? Ce n'est pas grâce à l'application de la propriété intellectuelle, mais c'est grâce à Internet qu'ils peuvent travailler maintenant, vivre de leur travail. Juste un mot avant les questions, sinon on n'aura pas de temps pour les questions. J'aimerais rajouter juste une chose. Je pense qu'il y a deux choses différentes ici. Vous avez parlé d'être sur notre planète. Eh bien, c'est ça. On n'a rien contre le contenu généré par les utilisateurs. Mais quand les gens produisent la musique, téléchargent leurs photos, leurs vidéos gratuitement, tout à fait. Tout le monde sur Internet peut le faire et puis par la suite visionner ces vidéos et ainsi de suite. Mais nous, ce qu'on fait, ce qu'on défend, c'est que les professionnels, le contenu développé par les professionnels, les livres écrits par les grands auteurs, les grands films, la meilleure musique, tout cela doit être sécurisé. On doit être sûr qu'on ne peut pas les télécharger gratuitement sur Internet. Donc il s'agit de deux choses différentes. Nous sommes convaincus qu'on a besoin de règles. Regardez un petit peu l'histoire de la voiture. Ça fait 125 ans maintenant, 125 ans. Auparavant, il n'y avait pas de limitation de vitesse, il n'y avait pas de panneau de signalisation, mais on avait besoin d'établir des règles. Et justement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de règles au sein de l'Internet. On a besoin de ces règles afin de prospérer, de développer cette industrie numérique. Thank you very much. Alors, une ou deux questions. Monsieur ici en rouge. Bonjour. Je suis Jérémy Zimmerman, je suis cofondateur de l'organisation citoyenne La Quadrature du Net. Il y a quelques faits que j'aimerais rapidement exposer ici, qui me semblent manquer dans le débat et qui pourraient éclairer peut-être la compréhension de certains au sujet de la crise de légitimité globale à laquelle le droit d'auteur risque de faire face prochainement, s'il n'y est pas déjà dedans. Tout d'abord, pour une génération entière d'utilisateurs qui utilisent les technologies numériques et qui sont nés dedans, utiliser de l'image fixe, mouvante ou de la musique fait partie des moyens d'expression. Lorsque vous découragez l'utilisation sans autorisation à des fins d'expression, vous découragez cette liberté d'expression dont parlait John. On ne décourage rien. Ensuite, des usages qui n'étaient pas régulés avant Internet. Je pense au droit de lire, au droit de prêter, au droit de partager. Dans l'environnement numérique, Monsieur le Ministre, à chaque fois que vous lisez, vous copiez. L'acte de lecture et l'acte de copie sont indissociables. Lorsque vous essayez à tout prix de décourager la copie, vous allez inévitablement décourager, empêcher la lecture, le partage et l'accès à la culture. Enfin, il y a un fait qui manque encore dans ce débat. J'entends Monsieur Giannopoulos dire « les gens qui utilisent BitTorrent, ce n'est pas mes clients ». Je vais essayer de dire poliment ce que j'en pense. C'est juste pas vrai. C'est juste faux. Et les études empiriques le prouvent. Alors, non seulement ces gens-là sont vos meilleurs clients, mais c'est même une étude de l'Adopi en France, sur sa page 45, qui démontre
invariablement que les gens qui partagent le plus de fichiers sur Internet sont ceux qui dépensent le plus. Monsieur, j'ai fini. Merci. Ce que vous semblez oublier, c'est que la culture, la musique et les films, ce sont des choses que l'on aime avec nos émotions, avec nos sentiments. Et lorsque l'on aime, on est toujours prêt à aider et à soutenir la création. On n'est pas des voleurs. Does the fact that Jim? Il y a différentes planètes en orbite là. Je suis d'accord parce que je dirais à monsieur que si vous achetez certains produits s'agissant de vêtements ou de chaussures, ça vous donne pas le droit de voler d'autres chaussures, d'autres vêtements. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a aucune logique là, aucune base logique. Si les personnes aiment les films, c'est parce que ce sont de bons films. Quand nous on fait de mauvais films ou des films qui déçoivent, les gens ne viennent pas par millions. Donc ça c'est une réalité dans notre secteur. On fait toujours l'effort de faire les meilleurs films possibles, mais si on dit que ceux qui volent votre produit le volent parce qu'ils l'aiment, ça, ce n'est pas du tout logique. Non, c'est vrai que les gens volent. Tout à fait d'accord avec vous. On est seulement d'accord sur ce point-là. Monsieur, je crois que j'avais parlé d'un débat pacifié, mais je m'étais trompé. Mais c'est très bien. Monsieur? Oh, it's getting to be fun now. Oui, c'est amusant maintenant. Sorry, we're running out of time. Malheureusement, on n'a plus de temps, sauf si on m'accorde 5 minutes supplémentaires, je ne sais pas, 5 minutes. Oui, merci de me donner la parole. Donc, je m'appelle Patrick Zelnick. J'ai créé juste avant la crise une entreprise culturelle, avant tout une maison de disques, mais on est également éditeur de livres et de DVD. Donc je l'ai créée juste au moment où la crise démarrait, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Naïve. Je suis en désaccord total avec M. Zimmerman, parce que, je dis total, mais je le dis d'une manière moins passionnelle que vous. Parce que je comprends votre point de vue. Ce qui est bien dans la vie, c'est de se mettre aussi à la place de l'autre. Je comprends les plateformes qui dénoncent le fait que c'est très compliqué d'obtenir l'autorisation des ayants droit. Ça m'est arrivé aussi, et c'est vrai que c'est complexe, surtout quand il s'agit des héritiers de l'auteur. Mais, en revanche, quand vous créez une entreprise culturelle, et si vous étiez associé à moi pour la création de Naïve, je pense que vous auriez un avis très différent. Il faut actuellement, que ce soit produire ou que ce soit émerger en tant qu'artiste, c'est vraiment le parcours du combattant. Et ce qu'on recherche, c'est pas des super profits parce qu'il faut changer de métier. C'est simplement continuer à investir, continuer à produire et continuer à faire le mieux possible. Il y a un point sur lequel je vous rejoins, c'est que quelque chose qu'on apprenait il y a très longtemps, c'est que les productions de qualité trouvent leur marché, mais au juste prix. Et le juste prix n'est pas toujours le prix le moins élevé. En tant que consommateur, j'ai acheté récemment, j'aime bien Simenon, j'ai acheté chez un antiquaire un livre de Simenon que j'aurais pu trouver à 2 € n'importe où, mais je l'ai payé 20 € parce que c'était un livre introuvable. Donc, je voudrais dire 2 choses simplement. Depuis ce matin, il y a une opposition systématique entre la notion de régulation et la notion de liberté. Je crois que je suis complètement d'accord avec M. Giannopoulos. La régulation, en anglais, il peut y avoir une confusion entre regulation et legislation. Mais en français, la régulation n'a pas la réglementation. De même que l'incitation n'est pas la subvention. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le libéralisme tempéré, qui consiste à garantir la liberté. Mais c'est quoi la liberté? C'est aussi l'égalité des chances, garantir l'égalité des chances entre les nouveaux talents et les talents confirmés. C'est ça la diversité culturelle, garantir l'égalité des chances entre les PME. Et là, puisque je ne suis pas à cette tribune, monsieur John Perry Barlow, vous êtes bien au-dessus de moi. Donc, les PME n'ont pas leur place ici parce qu'elles ne peuvent pas sponsoriser un tel événement. Mais il faut
les PME représentent dans le domaine du disque 80% des nouveautés. Et elles assurent aussi, je ne sais plus de 50% des emplois du secteur. Et je suis en accord avec Pascal Ney quand il cite ces chiffres. Mais si on prend simplement l'industrie du disque, alors c'est le second point, et je terminerai là-dessus. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, D'accord. Allez-y, faites votre second point très vite parce qu'on est déjà loin derrière. Mais je le fais à toute vitesse. Merci. Je pense qu'il faudra un transfert de richesse un jour entre les géants de l'Internet et les industries de contenu. C'est nécessaire, mais je suis d'accord, c'est pas forcément des lois, ça peut être des accords volontaires. Merci bien. Je vais hélas vous demander de finir là. Je suis désolé, mais oui, je sais qu'il y a plein de questions, mais je crois que on est out of time. Je suis désolé pour tous les gens du fond. Pardon? I'm not in touch with reality. Peut-être que je ne connais pas la réalité, mais je connais le temps aussi. Désolé, donc merci à tout le monde. Merci, au revoir.